C'est quoi la musique qu'on entendait? Quelle musique? La musique là qu'on entendait. Ça fait... Ça tombe, non. Faut pas que ça tombe. Vous êtes prêts? Vas-y! Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Dia Radio, Baptiste Cherbero au micro aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons aujourd'hui et également demain le rendez-vous cinéma de Bayonne, Rencontre sur les docks et sa 19e édition. Une édition avec un focus particulier sur la création basque, mais pas uniquement. Le festival se veut encore une fois un rendez-vous convivial pour célébrer tous azimuts le cinéma indépendant et la création. Aujourd'hui, au programme, nous recevons deux réalisateurs. La première se nomme Madi Barber. La réalisatrice originaire de la Navarre présente 3 courts-métrages, Bosteun, Laurogeita Amabi Metros Goiti, Gorilla et Paraíso. Et dans un second temps, nous discuterons avec le réalisateur franco-libanais Wissam Sharaf, qui présente ici son deuxième long-métrage, Dirty, Difficult, Dangerous. Pour m'accompagner et mener à bien ces entrevues, qui d'autre que Marie-Charlotte Techné, chercheuse et enseignante en cinéma. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour Baptiste. Bonjour Madi. Nous sommes également accompagnés, nous l'oublions pas quand même, d'une aide très précieuse aujourd'hui, d'une aide interprète professionnelle, Isabelle Meunier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Madi. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons pris beaucoup de plaisir avec Baptiste de découvrir donc les 3 essais documentaires qui seront présentés demain soir à 18h à la Talente dans le cadre donc du festival Rencontre sur les docks. Quelques mots rapides pour introduire votre travail. Donc Baptiste l'a rappelé, vous êtes donc originaire de Navarre, vous êtes réalisatrice, mais également productrice, puisque vous avez créé en 2018, je crois, la société de production Pirenaïka, et vous travaillez depuis 2022 également comme enseignante à l'école supérieure d'art Pays Basque, donc les APB. Entre 2018 et 2020, vous avez donc réalisé et co-réalisé 3 essais documentaires, 592 Metros Goiti, Gorilla et Paraíso, dont nous allons parler tout de suite. Alors, 592 Metros Goiti, donc 24 minutes, est un film en couleur. Pour le présenter rapidement, en fait, nous situons sur les versants des Pyrénées en Navarre. La construction du barrage d'Itois dans les années 90 a inondé 7 villages et 3 réserves naturelles. Et une frange de terre nue à la hauteur de la côte 592 trace une ligne de démarcation dans le paysage de la vallée. Et au-dessous de la côte se trouve de l'eau et au-dessus, la vie continue. Pour ainsi dire, continue. Difficilement, on va y venir. J'aurais une première question concernant ce film. Pourriez-vous revenir sur sa genèse, c'est-à-dire nous expliquer comment a émergé en vous le désir de consacrer un film à la construction du barrage d'Itois ou plus spécifiquement aux conséquences sociales et environnementales de sa construction? Bueno, muchas gracias por traerme aquí, estoy muy contenta. Para contar el inicio de esta película, de Bosteun, Laurogeita Amabi Metros Goiti, tengo que hablar del máster que estaba haciendo en Manchester. Yo estaba estudiando allí antropología visual. Esto venía después de que había estado unos años trabajando en diferentes productoras y no encontrando muy bien desde dónde quería hacer yo cine. Yo me preguntaba qué tipo de cine quiero hacer, dónde quiero hacer cine, cuál es mi responsabilidad como cineasta. Y cuando empecé a pensar esas cuestiones me di cuenta de que el cine que yo quería hacer era un cine que está muy ligado a mi valle y a las cosas que han pasado. Y entre las cosas más grandes que han pasado en mi valle ha sido la construcción del pantano. Entonces tuve claro que tenía que enfocarme en eso. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et je voudrais dire que la genèse de ce film est venue de mon master, un master que je faisais à l'époque à Manchester. J'étudiais l'anthropologie visuelle. Et j'ai commencé à travailler pour différentes productrices et je me demandais à l'époque quel ciné je voulais faire,
où je voulais faire du cinéma et quelle serait ma responsabilité. Alors, je me suis rendu compte après que ce que je voulais, c'était faire un cinéma qui soit lié à ma vallée, à ma vie personnelle et à tout ce qui se passait dans ma vallée. Et une des choses les plus importantes qui s'est passée dans ma vallée, c'est la construction de ce barrage. Merci beaucoup. Vous avez mentionné vos études d'anthropologie visuelle à l'Université de Manchester. On va y revenir peut-être après, parce qu'en effet, c'est quelque chose aussi qu'un regard, on pourrait dire, cinéphile peut capter dans la façon que vous avez de filmer le monde qui vous entoure. Mais j'ai aussi pensé au générique de votre film d'ouverture qui, il me semble-t-il, utilise une forme de carte départementale, de cartographie. Donc du coup, je me demandais par curiosité dans quelle mesure vous étiez allé aussi fouiller dans les archives peut-être pour pouvoir aussi écrire votre film et nourrir votre réflexion. Pues en esta película estaba un poco buscando de todo, ¿no? O sea, yo no sabía, al principio creía que no iba a utilizar los mapas, que no iba a utilizar fotos, que no iba a utilizar archivos. Pensaba que era una película muy como sensorial, de estar en el momento filmando a las personas, y no entendía cómo podía mezclar los tipos de materiales, ¿no? Porque me parecía que podía quedar mal o que iba a hacer una película con un lenguaje que no estaba segura. Pero fue en el montaje que empecé a probar a meter diferentes tipos de materiales, como las fotos, como los mapas, y como encontré cosas, por ejemplo el título, ¿no? El título que se llama Bosteunda Laroita Mavi Metros Goiti, que quiere decir sobre la cota 592, viene quizás de esos mapas, ¿no? de esa investigación, de darte cuenta que esa cota, que esa línea puesta en un mapa, tiene efectos sobre la vida real de las personas, de los animales, de las plantas, de la tierra de nuestro valle. En fait, tout au début, je me demandais comment faire. Je ne pensais pas du tout au début utiliser ni des archives, ni des cartes, ni des photos, absolument pas, parce que j'avais pas l'impression d'être capable de le faire. Je pensais faire quelque chose de beaucoup plus de spontané, beaucoup plus ressenti. Et je ne voyais pas comment mélanger les matériels avec ce ressenti personnel. Je n'étais pas du tout sûre de moi. Mais c'est au cours du montage que je me suis rendu compte que c'était possible et que je pouvais justement utiliser tous ces matériels. Et c'est aussi à partir du montage que j'ai trouvé le titre qui concerne la cote 592. Et cette cote, on la trouve dans les cartes, et c'est là que je l'ai trouvée. Et je me suis rendu compte que cette cote, finalement, a des effets, des répercussions sur la vie réelle des personnes, la vie réelle des plantes, la vie réelle des animaux et de la terre. Ce qui m'a frappé dans votre film, c'est la façon dont vous arrivez à faire cohabiter dans vos plans, même parfois dans un seul plan, plusieurs registres de regard. Et ce, tout le long du film. Le regard ambivalent des habitants et des gardes forestiers, par exemple, sur une faune et une flore en partie dévastées ou vacillantes, qu'ils ne peuvent malgré tout s'empêcher d'observer, d'aimer avec leur regard, d'essayer de sauvegarder. Le regard des animaux s'observant les uns les autres, tantôt comme proie, tantôt comme cadavre ou comme charogne, tantôt aussi comme progéniture qui perd sa mère. Ou encore notre regard à nous en tant que spectatrices et spectateurs, celui que nous posons, en tout cas que moi j'ai posé, un regard à la fois émerveillé par la beauté, par la force en fait de ce peuple survivant, qu'il soit naturel, animalier ou humain. Et ce regard émerveillé, il est à la fois épouvanté par l'omniprésence en fait d'une mort qui semble rôder partout. Et donc je me demandais, face à cette expérience cinématographique, dans quelle mesure cette façon de filmer, de manière simultanée, plusieurs registres de regard, proviendrait-elle, en partie ou pas, justement de vos études d'anthropologie visuelle, d'une part, et comment aussi vous avez travaillé avec ces personnages, à la fois humains, naturels, animaliers, pour arriver à nous faire ressentir une si grande proximité. Difícil pregunta,
porque me haces consciente de algo que quizás yo tampoco soy consciente. Entonces, bueno, de lo que me has dicho me ha llamado la atención. Yo sí que era muy consciente de que existía esta pulsión entre la belleza y a la vez algo que es horrible, ¿no? Como de la muerte, ¿no? O sea, como esa cosa entre la fuerza de la vida que siempre sigue y a la vez la muerte de las cosas, ¿no? Entonces, eso sí que estaba. Quizás la segunda parte de la pregunta no sé cómo responder, porque no, quizás en ese momento no era tan consciente de querer retratar un lugar desde diferentes miradas. Para mí era como yo seguía la mirada del guarda forestal y de la ganadera y de todo lo que iba pasando a su alrededor, y decidí componer con estas dos historias el retrato del lugar. Como ellos trabajan con los animales en el territorio, pues era también importante acercarme, y a mí también me interesaba acercarme a los animales, al territorio que trabajaban. Pero sí, gracias por las palabras. C'est difficile de répondre à ta question. Parce qu'en fait, tu as parlé de choses dont je n'étais pas vraiment consciente au départ. Et j'en ai pris conscience au fur et à mesure. J'étais en fait consciente de la pulsion qui existe entre la beauté et, d'une part, et l'horreur, notamment l'horreur de la mort, d'autre part. Entre la force de vie, d'une part, et tout ce qui est mort de l'autre. Et en ce qui concerne la deuxième partie de ta question, c'est encore plus difficile d'y répondre parce que je ne savais pas comment faire le portrait de ces différents regards. Alors j'ai suivi certains regards, j'ai suivi le regard du garde forestier et aussi de l'éleveuse. Et à partir de ces deux regards, j'ai créé deux histoires et j'ai cherché à faire leur portrait. Car ces personnes, en fait, travaillent avec les animaux et cela nous rapproche également du monde animal. C'est peut-être ça qui est justement très beau, je pense, dans le film, c'est que finalement, vous arrivez à rendre perceptible pour nous le lien qu'il y aurait entre tous ces personnages et tous ces regards. Pour passer justement, pour continuer plutôt dans le monde, avec le monde animalier, on pourrait peut-être maintenant parler de Corria, du coup, qui est un film qui dure 20 minutes, qui est également en couleur. Alors rapidement, pour replacer le film, même si bon, les spectateurs pourront le découvrir dès demain, avec ce film, nous suivons un troupeau de moutons au printemps. Mais le personnage principal ou les personnages principaux sont aussi bien les moutons que des mains. On pourrait le dire comme ça, des mains qui nourrissent, qui caressent, qui traient, qui tondent, qui filment aussi ces moutons, qui les tuent, qui les mangent. Et donc ces mains sont assez incroyables parce qu'elles font sous nos yeux tantôt preuve de technicité, de prouesse technique. On voit concrètement, presque de pédagogie, on voit concrètement comment traire un mouton, comment fabriquer du fromage, comment tondre un mouton. Et à la fois, ces mêmes mains font écho de manière plus poétique, à mon sens, à des traditions, à des rites, à des pratiques culturelles plurimillénaires, si bien que ces mains incarnent des doutes, des contradictions et des mémoires culturelles. Et la couleur rouge teinte en fait le tissu visuel de votre film, les images, puisque c'est une couleur qui revient régulièrement d'une image à l'autre, à travers une fleur, un seau, à travers une tache de sang qui s'écoule, à travers évidemment la marque que l'on met sur le dos des moutons. Et surtout, cette couleur rouge, elle donne le titre à votre film. Je me demandais donc dans quelle mesure vous étiez parti du rouge pour écrire votre film, ou si au contraire, cette couleur est arrivée plus tard dans votre processus de création. Este cortometraje era parte de un proyecto que se llama X Films del Festival Punto de Vista, y era un concurso en el que teníamos que presentar un proyecto y uno de los proyectos iba a ganar. Y yo hice un proyecto que no tenía título, que se llamaba Sin Título, pero el dossier estaba todo escrito en rojo. Y cuando me llamaron para decirme, has ganado,
¿cuál es el título de la película? Dije, rojo. Porque yo creo que estaba ahí, pero todavía no me atrevía a nombrarlo. Entonces, cuando fui a filmar, ya tenía el título. Y de hecho, el título de alguna forma me sirvió como... es que no sé cómo decirlo, pero es como algo que me permitía seguir. Era como, si estoy perdida, es como una guía. Estoy perdida. Y de repente veía un tulipán y decía, voy a filmar el tulipán. Estoy perdida y veía unas tijeras rojas, voy a filmar las tijeras. Estoy perdida, veo un cubo rojo. Bueno, y luego también está toda la relación con la sangre. Y finalmente también hice un poco de investigación y Gorria, en euskera, no es solo rojo. Utilizamos también Gorria para decir algo encarnado, como frío también, algo como que tiene que ver con la piel, con la carne. Por ejemplo, Negu Gorria significa invierno frío. O sea, entonces, en euskera el Gorria, más allá de ser un color, también era una sensación que tenía que ver con algo frío, con algo como de entrañas también, como de interior, con algo de... sí. Larru gorritan es desnudo, por ejemplo. En fait, il s'agissait à l'époque d'un concours où il fallait présenter un projet. Et moi, j'ai présenté ce projet. Mais au début, je n'avais pas du tout de titre pour ce projet de film. Alors, je l'ai appelé sans titre quand je l'ai présenté. Et puis, quand on m'a appelé en me disant « ton projet a gagné, comment il s'appelle ?» Bien, j'ai dû répondre quelque chose et j'ai répondu « il s'appelle Gorria, rouge ». Et du coup, ça m'a donné un peu un titre pour mon film, finalement, Rouge, Gorria. Et ça m'a servi aussi de guide pendant tout le film. Parce qu'à chaque fois que je me sentais un petit peu perdue, eh bien, je trouvais par exemple une tulipe rouge, ou des ciseaux rouges, ou un seau rouge, ou bien sûr le sang qui est rouge. Et ça me donnait un élément, un fil rouge, un élément, une orientation pour suivre, pour continuer. Donc, et en plus, en basque, le mot Gorria ne signifie pas seulement rouge, mais il fait aussi appel à la peau, à la chair, aux entrailles, à l'intérieur. On peut parler d'un hiver froid en utilisant cet adjectif. Donc, il y a un peu ce double sens du mot Gorria en basque. Merci beaucoup. Alors c'est intéressant justement cette idée d'incarnation que le mot Gorilla viendrait aussi signifier, parce que visuellement votre film, je trouve que pour le coup il est vraiment incarné dans le sens où, alors je ne sais pas si mon œil m'a trompé, mais j'ai eu le sentiment qu'il s'agissait d'un film tourné en pellicule, numérisé dans un deuxième temps. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez tourné en pellicule? Et si oui, pourquoi? Sí, es la primera película que hice en 16 milímetros y había unas cuantas razones. Una de ellas es que estaba cansada de filmar siempre de la misma manera, como muy de espectadora quizás en 592, que sigo a personajes y me muevo ahí como de una forma muy documental. Y en esta película quería coger más responsabilidad y al tener menos película, porque el 16 milímetros es caro, tenía que tomar más decisiones y de alguna forma tomaba más responsabilidad. Por otro lado, también me pasó que había filmado la muerte del animal en digital y me pareció una imagen que no me interesaba para nada, que me parecía demasiado atroz y de alguna forma necesitaba como distanciarme. Y siento que la película me permitía como filmar eso con un poco de distancia, porque la película tiene, bueno, una materialidad, como una capa también de tiempo que distancia, ¿no? Que no es tan hiperrealista como el 4K digital, ¿no? Entonces esa fue como la segunda razón. Y también porque me parecía interesante que estaba haciendo una película sobre un proceso que involucraba las manos, como pensar también el cine como un proceso manual. Y entonces qué mejor que enrollar la película y llevar todo un proceso manual. Me parecía que tenía algo de artesanal también. Oui, effectivement. C'est le premier film que j'ai tourné en 16 mm, et ce pour différentes raisons.
D'abord parce que j'étais un petit peu lasse d'avoir toujours un peu la même méthode pour tourner, et j'avais l'impression que je tournais toujours un peu en spectatrice du film. J'étais un peu lasse de cela, et je voulais aussi assumer plus de responsabilités dans le film. Et ça, c'est une des raisons. Et en plus, j'avais tourné en numérique la mort de l'animal, et ça, c'était une image que je trouvais atroce. Alors, j'avais besoin de prendre un peu plus de distance, et c'est pour cela que j'ai utilisé la pellicule. La pellicule me permettait de prendre cette distance, de prendre aussi un peu de temps, un peu de distance, et d'éviter l'hyperréalisme, comme dans certains documentaires. Et la troisième raison, c'est aussi l'utilisation des mains, parce que je pensais le cinéma comme un processus tout à fait manuel, un processus lié aux mains, un processus tout à fait artisanal. On a beaucoup parlé d'images et de techniques de tournage. Moi, je voulais parler un petit peu du son. Voilà. Dans chacun des 3 courts-métrages, les sons de la nature et plus directement le son direct est mis à l'honneur, j'ai l'impression. Et du coup, dans Bosteun ta laurogeita hamabi metros goiti, on entend la nature résonner, les sons de la montagne, de ces animaux. Dans Gorilla, les bruits de la montagne, encore une fois, se mêlent aux chants humains. Et dans Paraíso, le travail est un peu différent, où une femme prête sa voix à des visions qu'elle a sur ce bois qui est concerné par le film. Le son a visiblement un rôle et une importance particulière pour vous. Pouvez-vous nous décrire comment vous l'abordez, de la prise de son jusqu'au mixage? Vale, muchas gracias por la pregunta también. El sonido va cambiando, depende de qué película. También depende de las limitaciones técnicas, presupuestarias y de todo, ¿no? En la primera película estaba completamente sola en el rodaje, entonces llevaba una cámara con el micro encima. En la segunda película, eso es en 592 metros Goiti, en Gorría, como era una cámara analógica que hace ruido, no podía filmar y grabar el sonido sincrónicamente. Tenía que hacer primero una y luego la otra. Casi siempre hacía primero la imagen y luego el sonido, porque aunque te parece que el sonido tiene mucha importancia, yo también soy de esas personas que siempre primero la imagen y luego el sonido. Esto es un problema del cine muy grande. Sin embargo, en Paraíso yo creo que las cosas cambiaron porque éramos 2. La película está dirigida con Marina Lameiro, íbamos con una cámara analógica, con la misma que filmé Gorría, y ahí sí que pudimos darle mucha más importancia al sonido, porque una estaba con la cámara, la otra estaba con el sonido. Hicimos muchos ambientes, algo que no había hecho hasta ahora, grabaciones de 10 minutos con unos micrófonos que nos prestaron en Tabacalera. Entonces ahí sí que trabajamos mucho esa parte sonora. El otro día vi mi primera película y dije, uy, no me gusta nada el sonido, ¿no? Como yo también veo una evolución, como un gusto por, o sea, bueno, una mayor conciencia cada vez más en el sonido, ¿no? Y las posibilidades que el sonido también brinda a la imagen. Merci aussi pour cette question. Et le son, enfin le traitement du son est très différent selon dans mes trois films. Il y a aussi les limites techniques, les limites budgétaires qui sont à prendre en compte pour le son. Pour le premier film, j'étais toute seule avec une caméra et donc j'ai filmé avec mon micro sur la caméra. Ensuite, pour Gorilla, j'ai utilisé une caméra analogique et j'ai pu je ne pouvais pas encore graver le son en même temps que je filmais, enregistrer le son en même temps que je filmais. Donc j'enregistrais d'abord l'image et ensuite le son. Et pour Paraíso, par contre, là, nous étions 2 personnes, alors nous avons pu beaucoup plus travailler le son, donner beaucoup plus d'importance au son. En plus, on nous avait prêté des micros, donc notre travail sur le son a été beaucoup plus important. L'autre jour, j'ai revu mon premier film et j'ai trouvé que le traitement que j'avais fait du son était assez lamentable. J'ai pas du tout aimé. Et j'ai pris de plus en plus conscience, en fait, au fur et à mesure, de l'importance du son et des possibilités que le son pouvait apporter à l'image aussi. Y siguiendo con esto del sonido,
Bueno, y siguiendo con esto del sonido, también cada película tiene un tratamiento también según lo que quiera, según lo que exprese la película de alguna forma, ¿no? Y es un trabajo que lo hacemos mucho luego en la postproducción. Por ejemplo, en Gorría al principio yo quería trabajar sobre la no sincronicidad, porque estaba filmado no sincrónicamente, entonces quería trabajar sobre la no sincronicidad, pero luego fue algo que fue muy difícil, porque cuando haces una película que de alguna forma es narrativa, cuenta una historia, de repente intentar poner cosas que no son sincrónicas no funcionaba. Entonces al final es mucho más sincrónica de lo que yo me había imaginado durante el rodaje. Y bueno, eso, me parecía interesante también decir esto. J'allais justement te demander comment vous aviez opéré en post-production. Oui, par rapport au son, je voulais simplement ajouter que chaque film a un traitement différent en fonction de ce qu'il exprime lui-même. Et en fait, c'est lié à le son est lié à un travail de post-production. Par exemple, dans Gorilla, je ne voulais pas au départ faire un travail synchronisé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés parce qu'il s'agit d'un film narratif. Et finalement, j'ai fait un travail beaucoup plus synchronisé que ce que j'avais imaginé. Merci. Alors bon, notre entretien touche à sa fin. Pour terminer, quand même, je voudrais clore avec le 3e essai documentaire qui sera projeté demain, donc Paraíso, ce qui me permet de faire le lien avec les 3. En tout cas, moi, j'ai visionné les 3 à la suite, comme dans les conditions en fait que les spectateurs et spectatrices auront demain soir. Et finalement, il y a quelque chose qui m'a particulièrement sauté aux yeux et aussi au cœur, c'est l'idée de métamorphose. Parce que j'ai eu l'impression que d'un film à l'autre, alors je tiens à préciser pour nos auditeurs et auditrices que Paraíso donc, dure 22 minutes, que nous sommes plongés en fait dans une forêt de pins. Et nous y croisons tantôt des hommes qui mesurent la hauteur, la circonférence des arbres, tantôt une femme qui parle et traduit le langage des arbres, et enfin un groupe d'adolescents et de jeunes enfants qui font de la forêt un lieu de camp et de jeu. Et donc je parlais de métamorphose concernant ces 3 films, parce qu'en effet, certains de vos plans, tantôt dans le premier, le deuxième ou le troisième que vous avez co-réalisé d'ailleurs, vous l'avez bien signalé avec Marina Lameiro. Certains de vos plans dévoilent, dans les 3 films, il me semble, le passage d'une matière à une autre ou d'un état à un autre. C'est-à-dire que, pour reprendre Gorilla, on vient d'en parler, on voit la fabrication, par exemple très concrète, du lait en fromage, d'un animal vivant à un animal qui est tué puis mangé. Et ce, sans jugement d'ailleurs de votre part, dans votre manière de le filmer. On peut voir aussi le passage d'une saison à une autre dans Paraíso, ou l'état encore de l'enfance à l'adolescence qu'on devine en train de changer à travers le jeu des enfants dans Paraíso. Bref, donc ce que je voulais dire pour conclure et peut-être vous inviter à réagir sur cette idée de métamorphose, c'est comment aussi un documentaire, qu'on a tendance parfois à séparer très, très durement de la fiction ou de l'essai poétique, peut en fait être un révélateur justement de la magie aussi qui fait partie du réel et des métamorphoses que nous subissons et que nous vivons plutôt toutes et tous au quotidien. Qué bonito. Ahora a ver cómo respondo. Sí, a mí me parece que el cine tiene una capacidad de filmar el cambio muy grande, porque las imágenes y los sonidos es como que por un lado son concretos, ¿no? Filman un lugar, este lugar, no otro, ¿no? Es este árbol, no otro, es esta piedra, no otra, y entonces cuando algo cambia, podemos verlo, ¿no? A través del cine, como de una manera muy, sí, como una de estar ahí, ¿no? O sea, como de poder sentirlo. Tiene una capacidad de filmar la transformación, y por eso a mí me interesa tanto utilizar el cine como medio al que acercarme
al paisaje, al territorio, a un territorio que cambia, a un territorio que está lleno de conflictos, de contradicciones, porque me parece que sí, que... Y porque luego tiene también la capacidad de operar esta transformación, esta metamorfosis en el espectador, ¿no? De alguna forma. O sea, como que permite que eso que ocurre en el territorio pueda luego también revertir sobre nosotros. Comment répondre à cette question? Oui, je pense que le cinéma est capable de filmer aussi le changement, la transformation. C'est très important. Parce que les images, les sons, c'est quelque chose de très concret. C'est par exemple un lieu, un arbre, une pierre, ils sont là, c'est eux et pas autre chose. Et quand quelque chose change, on le voit grâce au cinéma, on le sent aussi. C'est comme cela qu'on peut filmer la transformation ou la métamorphose, comme vous le disiez. Et on peut filmer donc la métamorphose d'un territoire, un territoire qui connaît des conflits, qui connaît des contradictions. Et de même que l'on peut filmer cela dans un territoire, on peut entraîner aussi une métamorphose chez le spectateur en réaction. Mady Barber, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et les réponses que vous avez bien voulu donner à nos auditeurs et auditrices. Pour terminer, je signale aussi que ce soir, dans le cadre de la programmation Focus Basque proposée par La Talente pour son festival Les Rencontres sur les Docks, sera projeté à 20h45 918 Gao, donc réalisé par Arantxa Saint-Esteban, dont vous avez été, il me semble, la directrice photo. C'est ça, exactement. Donc on peut retrouver votre travail de manière différente, on pourrait dire dès ce soir à La Talente et demain à 18h. Merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause musicale et nous retrouverons Wissam Sharaf pour la présentation de son long métrage. À tout de suite. Na
Wissam Sharaf, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur la Radio Dia pour parler du film qui est sorti donc tout juste aujourd'hui sur les écrans et que vous venez présenter au festival Les Rencontres sur les Docks à Bayonne. Donc Dirty, Difficult and Dangerous, qui est votre deuxième long métrage. Donc pour vous présenter brièvement à nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes né à Beyrouth. Vous êtes réalisateur et journaliste. Vous collaborez en tant que monteur, mais aussi en tant que caméraman de reportages indépendants avec la chaîne de télévision Arte. C'est d'ailleurs à ce titre que vous avez pu ces dernières années couvrir diverses zones de conflit. On va y revenir puisque c'est aussi un des enjeux du film. Diverses zones de conflit comme le Liban, le Proche-Orient, l'Afghanistan, Haïti, le Darfour, ou encore la Corée du Nord. Et donc avec Dirty, Difficult, Dangerous, vous nous proposez un film de fiction, mais plus exactement une histoire d'amour. Ce film sera présenté ce soir à 21h donc à la salle de la Talente à Bayonne. Alors une histoire d'amour entre donc deux personnages, Hamed, réfugié syrien, qui trouve l'amour en Média, qui est une femme de ménage éthiopienne. Mais leur histoire d'amour, bien qu'elle soit tout à fait forte, intense, en tout cas c'est comme ça que nous on la reçoit, on la ressent en tant que spectateur, est continuellement empêchée par différentes personnes et différentes raisons. Si bien que nous sommes tenus en haleine tout le long du film, il me semble, par le désir justement, notre désir de voir ce couple de réfugiés trouver enfin la possibilité de s'aimer et de vivre leur amour librement. D'autant plus que le personnage principal masculin, Hamed, est un survivant de la guerre en Syrie, qu'il a été blessé par, a priori, un éclat de bombe, mais tout ceci reste un peu mystérieux, à vrai dire. En tout cas, il est justement rongé par un mal mystérieux qui transforme peu à peu son corps en métal. Alors, ma première question serait la suivante. Voilà, comment est né en fait en vous tout simplement le désir de raconter un conflit, on pourrait dire politique, par le prisme d'une histoire d'amour? Oui, ça c'est presque la conséquence en fait, pas le désir. En fait, le désir c'était presque une coïncidence. C'était en 2011-2012, la guerre en Syrie venait de commencer. Et moi qui vis à Beyrouth, j'ai vu, comme tous les Libanais, les réfugiés syriens débarquer au Liban pour fuir leur pays en guerre. Et en vivant à Beyrouth, il suffisait de regarder par la fenêtre et toute la journée, il y avait ces jeunes Syriens réfugiés qui débarquaient, qui n'avaient plus rien à part leurs habits. Ils étaient partis comme ça, ils étaient dans le dénuement le plus total, ils parcouraient les rues à l'infini, ils étaient devenus ferrailleurs comme ça pour survivre. Ils parcouraient la rue à l'infini en scandant un slogan qui invitait les gens à leur donner le métal usé dont ils n'auraient plus besoin pour le recycler, pour le vendre. Ça se vend au kilo au Liban. Et pour pouvoir survivre. Et je les voyais comme ça, il faisait chaud à Beyrouth, c'était l'été, il fait une chaleur torride à Beyrouth, c'est infernal. Et je voyais ces gars marcher comme ça à l'infini et de temps en temps on leur donnait quelque chose, une vieille casserole, ou une machine à laver, ou une vieille batterie de voiture, n'importe quoi. Ils la portaient et continuaient à marcher, à scander. Donc j'ai vu là-dedans une espèce de malédiction. Quelqu'un qui est maudit, qui est condamné à errer, à porter, comme Sisyphe, comme un atlas. Avec des yeux où il n'y avait plus rien dedans, des machines à porter déshumanisées. C'est ce que je me suis dit, machines à porter déshumanisées, intéressant, voilà, sans en savoir plus pour moi-même. Et de l'autre côté de la même rue parfois, ou sur le même trottoir, quelques instants plus tard, il y avait une jeune femme éthiopienne, donc domestique, qui promenait ses employeurs, souvent des personnes âgées. En général, elles promènent soit le chien, soit leur employeur. Lors de leur promenade, voilà, les personnes âgées font des promenades, mais comme ils ne marchent pas très bien, elles les soutiennent. Et les Éthiopiennes sont souvent frêles. Elles ont des corps très frêles, c'est des brindilles, donc elles étaient là également, des machines à porter déshumanisées avec rien dans les yeux. Donc de là m'est venue l'idée de faire quelque chose là-dessus. Mais je ne savais pas trop quoi, je ne savais pas comment les lier. Donc j'ai commencé à écrire une histoire comme ça, sur 2 portraits parallèles. Mais on ne savait pas trop comment ça allait aller. Et puis de fil en aiguille, déjà l'idée est venue déjà parce que c'est presque un résultat du fait que je fasse du journalisme. C'est-à-dire je suis toujours en train de décrire la misère du monde. Et décrire la misère du monde au cinéma,
c'était rien de nouveau pour moi. Au contraire, ça aurait fait un tire-larme insupportable. Pour moi, personnellement, ça ne m'aurait rien apporté. Et puis dans le traitement aussi de cette histoire, ça n'aurait rien apporté aux gens parce qu'il y avait des films qui se faisaient à la chaîne presque sur les réfugiés syriens. Je ne voulais pas faire encore un énième film sur les réfugiés syriens. Et comme j'ai une manière de penser un peu décalée, qui vient probablement du fait qu'ayant vécu pas mal de choses, déjà en étant libanais, on vit des choses. C'est un métier être libanais, c'est pas juste une nationalité. C'est un métier qui apprend beaucoup de choses parce que voilà, la guerre civile a commencé l'année où je suis né et j'ai toujours vécu là-bas, sauf une parenthèse de 10 ans en France. Donc on apprend à gérer ces traumatismes, à les affronter. J'ai déjà été blessé à 9 ans par l'explosion d'une grenade israélienne, j'ai failli mourir. L'explosion de 2020 à 70 points dans le dos. Donc on apprend à gérer tout ça et je pense que par mécanisme de défense, ça vient inconsciemment, je pense, on apprend à ne pas affronter le traumatisme frontalement, mais à lui trouver des portes d'entrée comme ça, de biais. Et mon biais à moi, c'est le décalage, c'est le burlesque, c'est le comique, c'est l'absurde de situation. Donc j'essaie toujours de traiter ou d'évoquer quelque chose d'extrêmement dramatique, mais en le traitant par l'absurde. En le traitant par un truc un peu... En essayant de me jouer de ça, comme pour me venger. Et donc, pour traiter ces deux histoires parallèles, qui sont extrêmement cruelles, extrêmement dramatiques, il fallait trouver cette autre chose. Cette autre chose, on s'est dit, on va créer un univers qui nous amène presque vers l'au-delà, vers quelque chose d'invisible, vers quelque chose d'impalpable. Donc on a essayé, mon épouse et moi d'ailleurs, on a réfléchi à ça et tous les deux on est des fans de tout l'univers post-punk, de tout l'univers gothique. On est fans du groupe Bauhaus, de l'acteur Bela Lugosi, des films d'Akira. Donc tout ça a fait un curieux mélange. On s'est dit, bon, le gars, il va avoir un bras qui se transforme en bras métallique, un peu comme Tetsuo de Tsukamoto, le film qui parle de ça. Il va avoir des éclats d'obus qui sortent du corps comme moi, pour me venger un peu, parce que moi j'ai des éclats d'obus qui sortent de mon corps encore maintenant, 40 ans plus tard, j'en ai encore. Quand on fait des radios, c'est très rigolo, les médecins sont terrifiés. C'est quoi ça? T'inquiète, c'est des éclats d'obus. Et puis nous est venue aussi l'idée pour cet impalpable de montrer un peu par une métaphore que la guerre corrompt même ceux qui n'ont pas participé en tant que belligérants. Mais même les victimes, quand on voit des choses qui sont tellement moches, ça nous corrompt, c'est-à-dire qu'on acquiert dans nos yeux une espèce de nostalgie, une espèce de mélancolie qui ne va pas plus nous quitter pour notre vie. Et dans nos pays arabes, c'est bien connu, il y a une impunité totale sur les crimes de guerre. Donc personne n'obtient jamais justice. Donc c'est quelque chose qui va le poursuivre toute sa vie et c'est ce qu'on retrouve dans ses yeux. C'est pour ça qu'on me dit ils sont très beaux, ils sont surtout ce regard-là, le regard de gens qui ont vu des choses. Donc on a essayé de trouver ça et puis on a également pour traiter parce qu'il fallait traiter trois milieux, les Éthiopiens, les Syriens, mais aussi les Libanais qui les accueillent, c'est très important. Et pour les Libanais, on a trouvé, moi après l'explosion, quelqu'un m'a dit que le Liban est comme une mère maltraitante et aussi un père maltraitant, c'est-à-dire on ne peut pas se débarrasser d'eux, c'est notre famille, mais ils nous maltraitent. C'est-à-dire qu'on vit, c'est beau le Liban, c'est sympa, on mange bien, les gens sont sympas. Et puis d'un seul coup, la ville peut exploser, comme le 4 août 2020. En juin 1982, tout allait bien jusqu'à ce que j'explose sur une mine. C'est un pays qui est d'une extrême violence, mais cette violence, elle arrive sans annoncer. Et donc on s'est dit que voilà, comme le Liban, je l'apparente à un parent fou, qui peut devenir d'un seul coup, qui peut sombrer dans le trash et comme je dis toujours, me planter un poignard en plein ventre, alors que c'est ma mère ou mon propre père ou ma propre mère. On a trouvé l'idée de ce vampire complètement fou qui à tout moment, qui s'appelle Abraham, qui est le père des prophètes, donc je l'apparente un peu à Dieu, donc Dieu est devenu un peu fou et d'un seul coup, il peut fondre sur cette jeune vierge et essayer de la manger. Et c'est quelque chose de très terrifiant, surtout que Mehdia considère cette famille comme ses parents. Elle n'a pas d'autre choix. En Éthiopie, on lui parle vaguement d'un mariage arrangé assez horrible. Donc il s'occupe bien d'elle, mais jusqu'à un certain point. Et ils peuvent passer la frontière de la maltraitance très vite. Donc tout ce que je vous décris est extrêmement cruel, est extrêmement trash. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait opposer à ça ? Parce que ça, c'est ce que je ne veux pas traiter.
Ça, c'est le côté tire-larme, c'est ce qui va faire pleurer le spectateur et c'est très facile. Je peux montrer quelqu'un qu'on maltraite et c'est simple. Hein. On peut en faire à la chaîne et c'est ce qu'on fait d'habitude et c'est ce qu'on montre dans les JT. Et on s'est dit, voilà, à cette espèce de monstre de cruauté, la chose la plus puissante qu'on puisse opposer, c'est de la tendresse et de l'amour. C'est pas venu tout de suite, mais c'est en cherchant beaucoup, en écrivant beaucoup, en essayant de faire plusieurs versions, que d'un seul coup, ça nous a paru comme une évidence. Ce n'était pas les malheurs et le côté documentaire qui étaient la chose la plus importante. Ce n'était pas l'histoire de deux misérables, mais c'était plutôt l'histoire de deux amoureux. Et si je peux aller plus loin, c'était surtout l'histoire de deux réfugiés sentimentaux. C'est comme ça qu'on a mis le doigt dessus sur exactement le ton qu'il fallait traiter le film. Parler de l'histoire d'amour tout en évoquant la cruauté de la situation. Et par contraste, ça devenait un mélange assez intéressant. Merci beaucoup, beaucoup de choses tout à fait intéressantes et passionnantes sur lesquelles j'aurais envie de rebondir. Je vais essayer de le faire pour quelques éléments que vous venez de décrire. En tout cas, merci. C'est vrai que c'est très clair et très intéressant de mieux comprendre comment c'est passé ce processus en fait de création. Et c'est vrai que c'est très intéressant aussi cette expression de réfugiés sentimentaux. Parce que c'est très beau aussi dans le film, et ça on le ressent bien, c'est mis en scène assez clairement, cette façon dont l'un est le refuge de l'autre. En effet, donc il y a cette idée de réfugié au sens politique du terme, mais ça vient aussi vraiment poser la question de la relation amoureuse. Et c'est ça que j'ai aimé dans le film finalement, c'est que c'est autant un film en effet sur une situation politique, géopolitique, qu'un film sur l'amour. Et c'est là que se trouve pour moi la singularité et la beauté du film. Vous avez évoqué aussi plusieurs personnages, on va dire, de la culture populaire, cinématographique, même aussi d'ailleurs mythologique. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a particulièrement touchée et frappée dans le film. C'est la manière que vous avez donc de faire le portrait de ce couple, de chacun des deux personnages, et de les filmer. Très souvent, moi, j'ai vu en fait des demi-dieux, des déesses, une impératrice égyptienne. Il y a un petit message dans la scène de la salle de bain de l'hôtel luxueux que j'adore parce qu'elle est d'une beauté. Bon, ils sont d'ailleurs tous les deux très beaux et vous les filmez, je trouve, avec là aussi sûrement beaucoup d'amour, puisque vous nous les rendez encore plus beaux. Et j'aime beaucoup cette scène dans la salle de bain où donc elle a son petit ruban éponge dans les cheveux. Et juste derrière, délicatement, on a une reproduction d'un buste d'une reine égyptienne. On n'a pas attendu ce moment-là du film pour la voir comme une femme qui ferait preuve de force et de courage à la hauteur d'une reine, mais ça vient le dire, nous le formuler clairement. De même que lui peut apparaître comme un super-héros, alors je ne sais pas si le mot conviendrait, ou en tout cas comme un demi-dieu ou comme un dieu, notamment du fait de son corps qui est en train de se transformer en métal et qui lui donne à un certain moment donné du film aussi un pouvoir sur les êtres et sur les choses qui d'habitude lui échappent. Et alors je me demandais, vous nous avez raconté aussi le lien entre ce personnage et votre propre histoire, puisque vous avez vous-même été touché donc, par un éclat d'obus. Dans quelle mesure aussi vous avez choisi d'aller jusque-là avec ce personnage, parce que sa transformation, plus le film passe, et je ne révélerai pas la fin évidemment à nos auditeurs, plus cette question du métal, de sa transformation corporelle est importante. Oui. Alors est-ce que c'est là aussi un petit pas de côté pour justement essayer de traiter de manière décalée, comme vous l'avez dit, un sujet grave, ou est-ce que c'est aussi vraiment une volonté d'aller vers un genre aussi cinématographique un peu plus croisé entre la fiction et des films plus, oui, on pourrait dire presque de science-fiction, presque. Disons que pour arriver à mes fins, j'hésite pas à sortir du genre. Et c'est une limite que je ne me mets pas, et je pense que c'est ce qui rend ce film qui n'est pas vraiment genré. Donc on essaie de le mettre dans des cases. Ça ressemble à du Kaurismäki, ça ressemble à ça. En fait, c'est plusieurs choses parce que justement, je sors du registre allègrement. Et là, ce où je voulais arriver, c'était au désespoir. Un désespoir tel qu'on puisse en rire, en fait. C'est pas juste un désespoir, c'est un profond désespoir. Je suis allé regarder pas mal de Fassbinder pour voir où on pouvait aller dans la cruauté amoureuse et le désespoir. Et donc j'imagine une espèce de tour de Babel, qui est la ville de Beyrouth, où personne n'aime personne en fait.
Vraiment, chaque communauté déteste l'autre. Tout le monde est dans le primaire. Chacun essaie de gratter un bout de canapé, un peu d'argent. Tous les gens ont l'air d'être affamés et ne veulent pas de l'autre. Et je crée ce monde, en fait, où Dieu est mort, presque. C'est-à-dire, le film commence par une prière. Mehdi appelle Dieu pendant tout le film. Et le film commence par une prière à Marie. En éthiopien, c'est « Marie, viens à mon secours ». Et ce Dieu ne lui répond pas. Tout au long du film, elle prie, mais ça ne marche pas. Dieu est un grand absent. Dieu est un Abraham, mangeur de vierges, un vampire. Et Ahmed est transformé en zombie, en fait. C'est quelque part un mort-vivant. C'est quelqu'un qui se transforme, qui attend la mort, tout comme les zombies. They turn, ils tournent, comme on dit dans le langage de Carpenter et de Romero. Et c'est quelqu'un qui n'est pas en train de mourir en se transformant en poussière ou en sable, comme le veut la symbolique religieuse habituelle, mais il se transforme en métal. Donc le métal, c'est ma terre à moi. C'est la poussière. En métal, il retournera. Et donc j'essaye de montrer que des gens qui sont en train de, quelque part, se décomposer, de partir. Lui est en train de partir physiquement, et sans pleurnicher, parce que les zombies, traditionnellement, ça ne pleurniche pas, il faut le souligner. Ibrahim est en train de partir mentalement, il est en train de perdre la tête, à l'image de ce Liban qui est en train de s'effriter complètement. Même aujourd'hui, on entend parler aux nouvelles. Donc tous ces gens sont en train d'appeler à l'aide, mais cet au-delà reste silencieux. Et tout ce qu'ils font, du coup, c'est d'essayer de s'échapper. Par des stratégies d'évitement, ils essayent soit de partir, soit, par contre-champ, de trouver une place. Quand on quitte un endroit, on en va vers l'autre. Et ils rebondissent comme des boules de flipper, et je m'amuse avec ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de décliner à l'infini toute la lutte sociale, toute la lutte des classes, que ces deux amoureux dont tout le monde les refuse, du moment qu'ils s'aiment. Ce serait un couple normal qui ne s'aime pas, ce serait deux potes qui viendraient l'un après l'autre à 2 jours d'intervalle, on les aurait accueillis. Mais du fait qu'ils s'aiment, tout le monde les repousse. Et je m'amuse avec ça. Quand ils vont chez les autres Syriens, on les repousse. Quand ils vont chez les autres Éthiopiens, on les repousse. Quand ils vont au bureau de recrutement des Éthiopiennes, on lui reproche de s'aimer. Quand ils vont dans un hôtel de riches, je les mets toujours dans des places où ils n'appartiennent pas. Et si je les mettais dans un hôtel de riz, je me suis dit ça, c'était aussi belle. Si je les mettais dans un hôtel de luxe. Et là, la nana de la réception croit qu'ils sont là pour nettoyer la piscine. C'est véridique, ça m'est arrivé un jour dans un hôtel. Je dois avoir une tête de ça. Et donc partout où ils vont, ils sont des réfugiés sentimentaux. Et tout ça dans un but d'humaniser des déshumanisés. Donc j'ai pris ça vraiment au sens extrêmement littéral. Je me suis dit, je vais les humaniser par tous les moyens possibles. On va montrer que ce sont eux les êtres humains, et autour d'eux, ce sont des gens qui n'arrivent pas à aimer. Eux, c'est les seuls qui arrivent à s'aimer. Ils sont leur seul refuge, et on va les humaniser par tous les moyens possibles. Et on y allait avec la lumière, avec la couleur, et aussi en essayant à tout prix de les sortir de leur statut de victime. Dès lors qu'ils ne sont plus des victimes, ils sont capables de faire du mal, et ça les rend humains. Parce que quelqu'un qui fait que du bien, c'est pas humain, c'est une légende. Alors, ils sont quelque part entre des saints, c'est la passion de 2 saints qui souffrent. En même temps, c'est des surhommes, en même temps, c'est Roméo et Juliette. Ce sont une espèce... Et justement, ils essaient de trouver leur place, d'exister, d'avoir une place au soleil. Et par ces trajectoires d'évitement, ils veulent essayer juste de sortir de ce monde qui ne les aime pas. C'est vrai que c'est très fort. Vous avez parlé à plusieurs reprises du côté décalé. Et vous venez de parler même du comique parfois. Moi, je dirais même du comique de situation de certaines scènes. Et c'est vrai qu'a priori, on pourrait dire comme ça, sur le papier, on ne s'attend pas à rire quand on voit pareil sujet. Mais pourtant, c'est le cas. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, en fait. C'est que tantôt, c'est la beauté des personnages, de leur histoire d'amour, de leur combat pour leur amour. Tantôt, c'est le comique de certaines situations, et parfois dans les plus cruelles, en effet, qui nous permet aussi, je pense, de recevoir votre message. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est une des singularités du film, très clairement. C'est d'arriver à mêler ce côté aussi burlesque et comique dont vous parliez. Alors, bon, je vois que l'heure tourne. Je sais qu'il y a aussi tout un pan sonore et musical qui est en effet très beau aussi dans le film, il faut bien le dire. Et je crois que Baptiste aurait plusieurs petites choses à dire à ce sujet, au moins une question à vous poser. Oui, au moins une question. Donc moi, j'ai porté une oreille toute particulière à la bande originale du film. Donc dès la première scène, on est sur la beauté des chants éthiopiens, et ça c'est vraiment du son direct. Mais dès la seconde, on sent que la musique fait corps avec le film.
Et il y a un entrelacement de rythme comme ça donné entre la musique et le scénario, je pense. Et je voulais que vous me parliez un peu de la musique de Zeik Hamdam et savoir de quelle manière vous avez travaillé avec lui, de quelle manière il a écrit sa musique en fait. Zeid Hamdan, c'est une longue histoire. Je pense que c'est mon plus vieil ami au monde. Je pense que nos parents se connaissaient avant qu'on naisse. D'accord. On se connaît depuis qu'on est bébé, vraiment. Ok. On jouait ensemble au club quand on était gamin. Et puis lui, il est parti en France pendant la guerre civile. Je ne l'ai plus revu pendant peut-être 10 ans. Et un beau jour, il revient. C'était plus lui, je sais quoi ce truc. Parce que ça dit... Comme le personnage du film, alors finalement, il revient. Le copain musicien Oui, voilà. qui joue du clavier qui revient. C'est un peu ça. Un jour, on était au bord de la piscine et je vois ce type. Sa tête me revient, c'est quoi cette boule? Parce que Zaid a toujours été une petite boule comme ça. Il avait grandi de 10 ans. Il me dit, c'est moi Zaid. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien à l'époque. On perdait quelqu'un de vue, il disparaissait, c'est fini, il était comme mort. Et depuis, on est redevenus copains comme si on s'était quitté la veille. Et la première chose qu'on a fait, c'est un groupe de punk. Parce que lui, il revenait de France, il savait jouer de la guitare. Et moi, je criais plutôt bien. Donc on a fait un premier groupe de punk à Beyrouth, dans une porcherie. Parce que c'était le seul endroit gratuit qu'on pouvait trouver. On a trouvé une porcherie où on répétait. Une ancienne porcherie. Lombrix, ça s'appelait, parce qu'il y avait plein de lombriques. Et ensuite, il a fait Soap Kills, et ensuite, ça a été vraiment, et ça allait toujours, le meilleur producteur de musique arabe de tout le monde arabe, de tous les groupes alternatifs, tout le rap arabe, tous les groupes de post-punk, c'est lui qui les a produits, quoi. C'est un musicien extraordinaire. Le pape de l'underground du Moyen-Orient, moi, c'est ça que j'ai lu. C'est exactement ça, et c'est un titre qui lui va très bien. Et du coup, je fais tous mes musiques de film avec lui, parce que comme on avait un groupe à l'époque, donc on s'est parlé de musique ensemble. En fait, on a toutes les références communes. Je lui ai dit je veux un son comme ci, un son comme ça. On peut citer des groupes. Ça peut aller de Public Enemy à Sisters of Mercy, en passant par Manowar et en passant par Dépêche Mode. Enfin, c'est très varié. Très vaste. On a bossé ensemble aussi dans une radio pendant des années. On passait un peu tout ça. On passait une radio pirate complètement libre. Et donc, quand on veut faire de la musique, ça va très vite. C'est-à-dire que moi, je peux jouer quelques notes à la basse et lui dire, bon, on fait un truc comme ça. Et puis, lui, il compose. Moi, je vais à la maison, j'écris des paroles. Et le lendemain, on se retrouve en studio et puis on fait une musique. Donc, pour tous les films, ça a fonctionné très vite comme ça. Et là, pour ce cas précis, on voulait une musique qui soit dans les deux univers, qu'on montre la beauté et la richesse, en fait. Vous parliez de rois et de reines. Je pense qu'on voulait montrer entre la richesse des empereurs éthiopiens et la richesse des princes et des empires omeyyades, tout ce qu'il y a de beau dans la Syrie. Donc on s'est dit qu'on allait faire quelque chose là-dedans qui aille un peu dans l'éthio-jazz, tout ce qu'il y avait de beau dans la musique jazz moderne, Mahmoud Ahmad, tous ces gens, et aller sur de la dabke, qui est la musique du désert syrienne, mais en les modérant et en faisant quelque chose justement de presque religieux, je dirais pas religieux, mais quelque chose de très éthéré. Du coup, on a pris des sons éthiopiens, mais on a gardé surtout les sons des orgues Hammond pour faire quelque chose qui aille vers l'église. C'est bien ça, je me demandais si c'était des Rhodes. Non, voilà, on est allé sur des Hammond. Ouais. Pour garder le lien, quoi. Voilà, et pour la musique syrienne, pareil, on est allé sur la dabke, mais en la minimisant à fond, en gardant juste quelques arpèges de oud, qui est la guitare orientale. Donc vous avez composé la musique une fois tout le film terminé, monté? Oui, et puis ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment hands-on, comme on dit. C'est-à-dire que je suis allé dans son studio à Montreuil, il composait en live devant moi, et moi j'avais ramené mon set de montage, parce que je monte toujours mes premières versions de films. Il me balançait la musique, on testait sur le montage des images, ça marchait pas, on en faisait une autre. Et ça va très vite entre lui et moi, donc on est vraiment très complémentaires. Ça se sent dans le rythme, on voit vraiment que ça apporte quelque chose. Je me demandais si, aujourd'hui c'est la sortie, je le disais, du film, donc c'est vraiment l'actualité, mais est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet, ou est-ce que vous prenez du temps pour digérer déjà celui-ci? Non, je prends pas de temps en fait. Je suis déjà en post-production d'un cours que je fais à Bordeaux, et on est déjà en train de développer un long métrage, tout simplement parce que ce genre de films sont extrêmement difficiles à financer. Pour tout ce dont on a discuté, c'est-à-dire ce ton qui ne rentre pas dans les cases. Présenter ça à des institutions, qu'elles soient européennes ou dans d'autres parties du monde, c'est extrêmement difficile à développer, à expliquer sur du papier. Parce que les gens comprennent quand ils voient le film. Ils aiment ou ils n'aiment pas parce qu'il y a un gros parti pris, mais ils comprennent. Sur papier, c'est extrêmement difficile à rendre, et on vit dans un système de financement qui se fait à partir de papier, de lettres sur une page blanche.
Donc à partir de l'être, il faut leur expliquer l'impalpable, qui est comment va être le ton d'un film 5 ans plus tard, quand il va être fait. Donc, et pour ne pas faire un film tous les 5 ans, parce que je fais un long métrage tous les 5 ans, donc avec l'espérance de vie, j'ai du cholestérol aussi, faudrait que j'en fasse quelques-uns. J'ai arrêté de fumer, je me suis donné plus de vie un peu. Et du coup, j'ai essayé d'alterner entre les longs et les courts, justement pour faire le plus de films possible. Les courts, c'est plus facile à financer, donc ça va plus vite. Donc entre deux longs, parfois j'arrive à faire 2 courts, justement pour pouvoir tourner tout le temps. Sinon, ce serait pas vivable. Et donc vous vivez actuellement à Beyrouth? Oui. Vous allez au cinéma là-bas? Non. Tout simplement parce qu'il ne reste plus que certains multiplex qui, comme vous l'imaginez, passent des films que je n'aime pas trop, que la seule salle d'art et essai, le Métropolis, a fermé au début de la crise. Ils ont quitté les locaux ont explosé après. Donc maintenant, c'est devenu de plus en plus rare d'avoir accès à du cinéma. Donc dès que je suis en France, je cours au cinéma voir les quelques films que j'arrive à rattraper. Et malheureusement, sur les trucs à la télé, là... les plateformes, on ne trouve pas toujours ce qu'on aime. Et envisager du coup une projection de ce film Dirty Difficult Dangerous au Liban, c'est Mission Impossible? Non, ça va venir. Okay. Ça va venir, je ne sais pas quand. On a un distributeur pays arabe qui planche dessus, ça va venir à un moment. D'accord. Et je serais curieux quand même de connaître la réaction. Ouais, tout à fait. Hier, on l'a projeté, il y avait pas mal de Libanais. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils ont ri à des choses qui sont très cruelles. Donc il y a des gens qui se sont fâchés, des Syriens qui ont dit comment ils rient de ça, des Syriens qui ont ri sur les Éthiopiens. Enfin, ça risque de faire des bagarres générales. Et puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, c'est hyper intéressant parce que chacun se retrouve sûrement dans certains personnages. C'est très clivant, c'est des communautés qui vivent les unes sur les autres par nécessité dans un espèce d'îlot de misère dorénavant qui s'appelle le Liban, qui accueille le plus de réfugiés au monde per capita. Il faut le rappeler, c'est comme si en France on accueillait 60 millions de Belges ou d'Allemands en 2 ans alors qu'on n'est que 80 millions de Français. Si ça arrivait en France, les gens se seraient en train de se manger vivants. Je vous prie de me croire. Donc, malgré tout ce qu'on vient de dire, les Libanais, avec tous leurs défauts, sont restés vraiment stoïques et accueillants. Et il s'est passé comparativement très peu de mauvais incidents. Si on devait comparer ça à un pays européen, le jour où ça arrivera, ce sera vraiment la guerre. Oui, mais de toute façon, je crois que la manière que vous avez de filmer vos personnages, même les plus cruels dans ce film, n'est jamais sans distance critique. Je n'ai jamais senti un moment vraiment où vous jugiez un personnage. Je prends l'exemple justement du monsieur que promène, on pourrait dire, ou garde, ou dont s'occupe l'amoureuse, la réfugiée éthiopienne, qui en fait a autant peur de lui que l'embrasse et le remercie. Et a de tendresse pour lui. Et inversement, on sent bien aussi chez cet homme parfois une envie meurtrière, en effet, précisément de l'éliminer. Et en même temps, une grande tendresse de cet homme aussi pour cette jeune femme. Ouais, c'est précisément comme ça que j'essaie de les humaniser. Ce sont des gens qui sont capables de tout. Ils sont capables d'aimer, qui sont capables de détester, qui font ça souvent malgré leur volonté. Donc c'est en ça que j'essaie d'en faire des êtres humains. Un être humain, ça va du désespoir à l'espoir et ça peut aller très vite, justement pour sortir des schémas dans un terrain qui est extrêmement miné. Là, on parle vraiment de décrire la civilisation d'un pays. La civilisation d'un pays, c'est-à-dire comment un pays s'occupe des plus faibles, des plus fragiles, des plus marginaux. Et c'est à ça qu'on mesure le degré de civilisation d'un peuple. Et au Liban, je ne dis pas que ce sont tous des salauds dans ce film. Au contraire, je dis que c'est des gens qui sont capables de bien, mais qui font comme on leur a toujours dit de faire, qui fonctionnent à l'aide d'un système légal qui est inhumain, qui consiste à confisquer le passeport et à faire du Liban une gigantesque prison à ciel ouvert pour ces domestiques éthiopiens, d'où elles peuvent très difficilement se tirer. Et voilà, et de cet accueil exemplaire des Syriens, mais en même temps de toutes ces escarmouches et ces couvre-feux qui ont été imposés pour que ça ne dégénère pas en guerre civile. Donc voilà, j'essaie de rendre justice de la façon la plus précise et la plus juste possible pour qu'on ne dise pas, voilà, eux c'est les gentils, eux c'est les salauds. Non, on est des êtres humains, on peut être tous à des moments des tortionnaires et tous on peut être des anges. Merci beaucoup. Je propose de clôturer l'entretien avec peut-être un petit morceau musical, Baptiste. Justement, on va mettre un morceau du compositeur de la bande originale, Zaid Hamdan, avec le morceau Awak. Awak, ça veut dire je t'aime. Et c'est chanté par Hiba, qui est une chanteuse syrienne avec une très belle voix.
Et vous allez voir, c'est juste magnifique. Merci beaucoup Marie-Charlotte, merci. Wissam. Merci Wissam Sharaf. Au revoir. شهيد